bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Longtemps tabou, le deuil périnatal commence à se faire une petite place dans les discussions de notre société. Perdre un bébé in utero ou à quelques jours de vie renvoie un malaise à une société qui ne veut pas regarder la douleur des parents et de l'entourage. Nathalie André, journaliste au Télégramme, s'est penchée avec intensité sur ce sujet difficile et nécessaire. Dans Bercer le silence, son livre, illustré par Violette Suquet, Nathalie s'intéresse à 360 degrés à un deuil qui laisse une cicatrice à vie pour celles et ceux qui le vivent. Dans cet épisode, on parle des difficultés des parents, de ce qui a été mis en place au sein de plusieurs maternités pour les accompagner dans un parcours dédié, de la place des pères dans ce deuil, du rôle des associations et des mots qu'il faut poser pour accompagner les aînés qui vivent également ce deuil. Si vous vivez un deuil douloureux, n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Cet épisode est pour mon amie Lucie et sa fille Tennessee, mais aussi pour Guillaume, Ézéchiel et Henri. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nathalie. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On a un épisode spécial pour parler du deuil périnatal et du livre que tu as écrit. Est-ce que tu peux le montrer? Parce que le titre, il m'a beaucoup touchée, Bercer le silence. Et c'est vrai que malheureusement, ça arrive à certains parents à beaucoup de parents de repartir sans le bébé et donc d'être dans ce silence. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce thème qui reste encore très, très tabou en France? Je suis journaliste au Télégramme et j'essaie de consacrer du temps à des sujets sur la santé des femmes. Des sujets dont on parle pas forcément beaucoup. C'est l'endométriose, l'anorexie. Le deuil périnatal, je voulais m'y attaquer depuis un long moment. Donc ça a été l'occasion de le faire. Après, il y a aussi une accroche personnelle. On va dire, j'ai failli perdre mon fils à 5 mois de grossesse. La pièce est tombée du bon côté pour moi, clairement. J'ai eu de la chance. J'ai suivi les consignes des médecins, mais j'ai aussi eu de la chance. Donc, j'ai toujours su que je traiterais ce sujet à un moment donné. Je disais que c'est tabou. Est-ce que, au travers de ton enquête, tu as la sensation que c'est encore très, très tabou ou qu'on va vers du mieux? Ça va mieux qu'il y a 30, 40 ans, clairement. Mais le sujet reste tabou. Dans le livre, il y a des témoignages qui datent, d'autres qui sont plus récents. Et parmi les témoignages récents, clairement, on nous le dit, ça crée de la gêne, ça donne lieu à des maladresses. Donc le sujet reste tabou. Tout au long des témoignages que tu as recueillis, parce que on suit les histoires de plusieurs couples, plusieurs personnes qui ont vécu d'une manière ou d'une autre le deuil périnatal, ce qui m'a frappée, et je le savais déjà, mais vraiment là de le voir écrit, c'est cette phrase qui revient en permanence de la part des mamans qui disent que leur corps les a trahis, que elles se sentent responsables, que leur corps les a lâchés. Ça t'a frappé aussi? Ah, clairement. Alors, des professionnels de santé disent que les femmes culpabilisent à partir du moment où elles sont enceintes. Donc là, on imagine la mort s'invite alors qu'on attend la vie. C'est encore le cas. Et très souvent, à l'issue des autopsies, lorsque les parents autorisent ces autopsies, on n'a pas l'explication, en fait. Et ces femmes, elles continuent quand même de culpabiliser. On leur dit, madame, ce n'est pas de votre faute, en fait, ce qui s'est passé. On a beau leur dire, mais la culpabilité reste là. Ce que tu disais, c'est 30% des morts qui sont inexpliquées, qui restent inexpliquées. Ouais. C'est énorme. C'est clair.
On se dit, on est en 2025, voilà, la médecine est hyper avancée, mais oui, effectivement, il n'y a pas d'explication à l'issue de ces autopsies qui sont assez poussées. Hein. Le corps de ces bébés est autopsié. Il y a des mis sous culture de cellules, mais on ne sait pas dans 30% des cas. Mmh. Ça concerne combien de personnes? Est-ce que tu peux nous refaire un petit état des lieux? Parce que parfois, ça englobe des choses, on n'est pas trop au courant. Le deuil périnatal, c'est quoi concrètement? Alors, officiellement, le deuil périnatal, c'est entre la 22e semaine d'aménorrhée et 7 jours après la naissance. Avec Violette Suquet, dessinatrice de Bercer le silence, on a pris un autre parti, on a pris celui d'y intégrer les fausses couches. Puisqu'il y a des femmes qui perdent leur bébé à 2 mois de grossesse et qui sont effondrées. Pour elles, c'est un vrai deuil. Donc on voulait pas les laisser de côté, elles et leurs compagnons ou leurs compagnes. Donc on a vraiment pris le parti d'y inclure les fausses couches. Donc sachant qu'il y a environ 200 000 fausses couches par an en France, tu y ajoutes les grossesses extra-utérines, les morts in utero, voilà, il y a plus de 200 000 familles qui sont concernées par an en France par un deuil périnatal. Et ça reste tabou alors que ça concerne du monde. Mais oui, clairement. Ça crée, je le disais tout à l'heure, de la gêne, des maladresses. C'est compliqué, ça dérange. Et donc, dans ce deuil périnatal, donc tu inclus les fausses couches, mais ça inclut aussi les morts inexpliquées, les IMG. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu globalement? Alors, les IMG, c'est vraiment un cas à part, donc interruption médicale de grossesse. Il y en a environ 6 000 par an, entre 6 et 7 000. C'est une interruption qui intervient à la demande des familles et après validation d'un comité lorsqu'il y a une anomalie fétale. Alors, le plus souvent, c'est fétale ou maternelle. C'est des cas très particuliers. Ça repose sur une décision d'un couple lorsque, à une échographie, on leur signale un problème. C'est très, très, très particulier. En dédicace, on reçoit beaucoup de personnes qui ont fait face à des IMG et on sent que, c'est nécessaire pour elles de venir à notre rencontre, en fait, et qu'elles ont enfin eu une écoute, en fait, d'une situation qui est très, très connue. Non, pas très connue, justement. Il y a souvent une confusion qui est faite avec l'IVG. C'est pas la même chose. C'est régi par la même loi, la loi de 1975, mais c'est pas la même chose. Voilà, les IMG, c'est très, très particulier et c'est l'une des facettes du deuil périnatal. Ouais, l'IMG, tu le disais, ça porte à confusion parfois. Il y a aussi du coup plus de culpabilité chez les parents. Ça repose sur le choix de ses parents. Donc clairement, ça s'impose pas forcément de soi-même. La culpabilité est énorme parce que c'est eux qui doivent formuler la demande d'IMG, qui est ensuite, comme je le disais, validée par un comité de professionnels de santé. Ouais, c'est ce que j'ai découvert dans ce que tu expliques, que vraiment dans le livre, tu expliques les procédures, les marches à suivre. Il n'y a pas que l'aspect émotionnel. On va assez loin c'est un guide un petit peu, aussi pour les parents qui vivent un deuil périnatal, qu'on prend pas des décisions à la légère, comme pourraient le croire certaines personnes. Un IMG, c'est un long parcours, c'est difficile et ça demande aux parents beaucoup de courage et ils sont très entourés médicalement au final. Ah, complètement. Il y a une prise en charge psychologique. C'est vraiment une procédure qui est très, très encadrée. Alors, au niveau médical, c'est très encadré, mais ça donne lieu, dans certains entourages, à des jugements, puisque c'est les parents qui décident de mettre fin à cette grossesse. Certains vont se permettre de juger cette décision. Et c'est là où il y a la solitude et la culpabilité qui arrivent pour les parents. Entre autres, ouais. Est-ce que tu as eu la sensation au cours de ton enquête de voir que le corps médical se formait de mieux en mieux? Tu penses que ça en est où en France par rapport à cette thématique-là? Alors, clairement, ça va de mieux en mieux si on compare à il y a 30, 40 ans. Après, ça, d'un centre hospitalier à l'autre, c'est très, très différent. Dans Bercer le silence, il y a une longue interview qui est consacrée à une sage-femme de Lannion. Voilà, je l'ai rencontrée, elle est exceptionnelle. Enfin, il y a une vraie prise en charge. On a eu un premier entretien. Ensuite, elle m'a proposé de venir à l'hôpital de Lannion. Donc, il y a eu l'autorisation de l'hôpital pour que je vienne en reportage à l'hôpital. Elle m'a montré, on a fait
pas à pas le parcours d'une femme qui se présente à l'hôpital avec un enfant qui ne bouge plus dans son ventre. Donc, première échographie, après accueil par le médecin, accouchement d'un enfant mort, si le bébé est décédé. Sophie m'a montré en fait tous les soins qui sont apportés à ces enfants décédés. Les sages-femmes s'occupent d'eux, elles leur parlent. Elle leur dit, ton petit prénom, c'était Benjamin. Voilà. Elle s'occupe de ces enfants morts avec une délicatesse. Elle m'a montré les gestes qu'elle faisait avec un poupon, bien sûr. Mais c'était assez bouleversant. On a fait tout le parcours. Et jusqu'à la morgue, en fait. Elle m'a tout montré, en fait. Et à Lannion, c'est vraiment très, très bien pris en charge. Après, clairement, dans d'autres centres hospitaliers, c'est moins le cas. C'est ce qui ressort notamment du témoignage de Kevin. Il m'a notamment parlé des photos qui ont été faites de son fils. Quand je l'ai interviewé, il m'a dit ces photos étaient dégueulasses. Il s'est retrouvé avec des photos moches de son fils décédé. Donc c'est des photos qu'avec sa femme, ils ont refaites eux-mêmes le lendemain, en fait. Voilà, ça dépend vraiment d'un hôpital à l'autre. Il n'y a pas de socle commun de formation pour les soignants par rapport à ce thème. Dans Bercer le silence, il y a une interview du professeur René Friedman. Il le dit, ça dépend vraiment d'une université à l'autre. Il n'y a pas de socle commun sur l'empathie, la prise en charge de tels cas. Alors, le professeur dont tu parles, c'est un professeur reconnu dans ce milieu-là et qui a beaucoup œuvré pour les familles et ne pas les invisibiliser, notamment. Tout à fait. Parce que là, tu décrivais un parcours hospitalier qui a été mis en place. Donc, j'imagine, c'est l'hôpital de Lannion, je connais pas, c'est en Bretagne. Non, dans les Côtes-d'Armor. D'accord. Mais on peut pas se dire qu'une maman ou un papa qui va faire face à un deuil périnatal, je sais pas, vers Nice ou dans les Pyrénées, aura affaire à ce type-là. C'est pas automatisé dans chaque service. Non. C'est clairement ce qui ressort de l'enquête, en fait. Il y a des lacunes, il y a de vraies lacunes. Mmh. Est-ce que, en revanche, là, on parle de ce qui ne fonctionne pas. Il y a des endroits, des choses qui se font de manière pas spontanée, mais où on met l'accent sur ça, en dehors de parcours d'accueil de certains hôpitaux. Par exemple, ce que tu dis dans le livre, qu'au CHU de Bordeaux, il y a une unité maintenant qui est en recherche. Il y a des endroits comme ça. Oui, mais ça dépend. C'est, on va dire, embryonnaire. Clairement, à Bordeaux, il y a un programme qui a été lancé pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi ça intervient. Pourquoi il y a autant de morts in utero. Et on s'intéresse aux causes environnementales, aux causes génétiques. On essaie de comprendre, puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de ces morts in utero pour lesquelles on n'a pas de réponse. Donc, ce programme-là essaie d'aller plus loin pour ne pas pour qu'on puisse en fait fournir des réponses à ces parents qui sont dans une immense tristesse et qui, dans 30% des cas, n'ont pas d'explication. Parce que les explications qu'on a, ce serait la partie génétique, une maladie que la maman aurait contractée. Ça, c'est divers. Mais c'est pour ça que à Bordeaux, ils essaient de regarder différentes causes, en fait, pour essayer d'avancer. Mais tout ça demande du temps. Et comme dans plein de problèmes médicaux, de l'argent. Pour avoir les financements pour faire cette recherche. Est-ce que tu t'es heurté à des personnels soignants qui n'ont pas de sensibilité sur ce sujet-là, ou est-ce que tu as senti qu'aujourd'hui, il y a une vraie capacité à avoir de l'empathie et à essayer de se poser des questions, même s'il n'y a pas de formation, de comment on fait au mieux? Alors, oui, clairement, dans Bercer le silence, on a des soignants qui sont avancés sur le sujet. Mais de par les témoignages, on se rend compte que c'est pas le cas partout. T'as l'histoire de Fanny qui a subi cette fausse couche et qui, en super bonus, on va dire, a fait face à la grossophobie médicale. C'est violent, tout ça. C'est très, très violent. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, même si, encore une fois, ça va mieux qu'il y a 30, 40 ans. C'est vrai que dans une des histoires, moi, c'est une qui m'a marqué, ce couple qui a perdu un bébé il y a 40 ans, je crois, dont tu parles. Et la façon dont on les a traités, on leur a même pas dit. On s'est moqué d'eux. On a laissé le bébé. Il n'y avait pas eu ce contact. J'arrive même pas à envisager comment ça pouvait être pour ces personnes-là. Ouais, on leur a pas dit que leur fils
était mort, en fait. Les mots n'ont pas été prononcés. Ils l'ont compris, clairement, mais ça n'a pas été dit et ça paraît... c'est hallucinant. On est en 2025, donc quand on me racontait ça, c'est pas que j'avais pas du mal à y croire, mais c'est quand même très, très surprenant. C'est bien la preuve que du chemin a été fait, même si tout n'est pas parfait aujourd'hui. Mmh. Oui, c'est pour ça que je disais, est-ce que tu as eu la sensation quand même que la plupart des soignants aujourd'hui, je parle pas d'individus qui seraient en manque d'empathie totale, mais ont cette notion que ils vont peut-être côtoyer la mort avec le fait d'accompagner des naissances, et donc il y a cette sensibilité un petit peu plus de comment on met en place des choses pour être au plus présent pour les parents. Donc, clairement, déjà, le point de départ, c'est que les choses doivent être dites. C'est essentiel pour commencer ce deuil qui est abominable, mais il faut déjà que les choses soient dites. Et clairement, pour Anne-Catherine et Marc, ça n'a pas été fait, en fait. Anne-Catherine, face à cette douleur, a refusé de voir son enfant. Après, elle l'a regretté. Les soignants, à l'époque, sont pas revenus lui reproposer. Alors que c'est le cas aujourd'hui, s'il y a un premier refus, on repropose un peu plus tard, le temps que les gens atterrissent un peu. Anne-Catherine, 40 ans après, elle a clairement ce regret-là. C'est l'un des deux regrets qu'elle a, de pas avoir vu son fils. Marc, son mari, l'a fait. Il s'est rendu à la morgue pour voir son fils. Mais comme il me racontait, il y allait, mais quand il y repense, en fait, il n'arrive pas à voir le visage de son fils. Hein, c'est assez bouleversant. Et tu me disais juste avant qu'on commence l'interview que il y a certaines personnes il y a plus de 50 ans dont on mettait les bébés à la poubelle. Oui. Lors d'une dédicace, une des femmes est venue nous confier son histoire. C'était il y a 53 ans. À l'époque, c'était comme ça. Elle a voulu voir son enfant. Il était déjà, en fait, parmi les déchets hospitaliers. Oui. C'est hyper violent. Mais c'était comme ça à l'époque. Enfin, c'est bien la preuve que du chemin a été parcouru. Je te parlais de ce qui se fait à l'hôpital de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Voilà, le soin qui est apporté à ces enfants, en fait. Le fait de leur parler alors qu'ils sont décédés. On voit le chemin parcouru en 50 ans. Mmh. Oui, c'est ce que tu expliques dans le parcours. Tu disais, il leur lui dit, tu t'appelles comme ça. Donc, on humanise, en fait, complètement ce bébé. Complètement. On prend des photos d'eux, on les habille. Il y a à Lannion, il y a un vrai soin qui est apporté à ces photos, en fait. Parce que les parents n'auront que très peu de souvenirs avec ces enfants. Il y a le petit bracelet de naissance, il y a ces photos, il y a les empreintes de pieds ou de mains qui peuvent être réalisées. Donc, il faut y apporter un soin énorme. Il y a des petites mèches de cheveux parfois. Tout à fait, ouais. C'est très, très précieux, en fait, pour les parents qui les ont, en fait. Ils gardent ça. C'est un vrai petit trésor, en fait. Mmh. Dans le livre, il y a aussi quelque chose qui revient continuellement, c'est le rôle des associations. C'est essentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent ces associations, pourquoi c'est si important et pourquoi tu dis que c'est essentiel? C'est essentiel puisque c'est un vrai lieu où les parents peuvent parler, en fait, verbaliser ce qu'ils ont vécu. Il y a une écoute qui est particulière puisque dans ces associations, tu as des parents qui ont vécu la même chose, en fait. Donc forcément, l'écoute est différente. Il n'y a pas de gêne. Parce que la gêne, c'est ce à quoi font face beaucoup de parents au sein de leur entourage. Donc c'est une vraie écoute, que ça soit pour les mamans ou les papas, qui ont parfois un peu plus de mal à s'y rendre, mais ils y sont bien sûr accueillis très bien. Et après avoir dépassé, en fait, cette petite gêne qu'ils ont, ils font face ils ont cette écoute-là, en fait, qu'ils n'ont pas forcément ailleurs. Les associations, elles ont chacune un rôle différent, enfin un objectif particulier, c'est-à-dire une association pour les IMG, ou est-ce que non, c'est des associations qui s'intéressent au deuil périnatal de façon générale. Les deux plus connus, c'est Agapa et Spama. Mais après, t'as un peu partout en France des petites structures. Par exemple, Kevin, qui témoigne dans le livre, a créé son association dans les pas de Tom. Tom, c'est le fils qu'il a perdu. Il y a des petites structures un peu partout. Dans les centres hospitaliers, ils peuvent orienter, en fait,
les parents qui viennent de perdre un bébé vers telle ou telle association. Voilà, les parents s'y dirigent s'ils en ressentent le besoin, mais ça peut vraiment être important de s'y rendre quand on en ressent le besoin. Est-ce qu'il y a un suivi qui est systématiquement proposé aux parents après la perte d'un bébé? Ouais, il y a un suivi psychologique. Après, ça repose clairement sur la volonté des parents de le suivre ou pas. Un suivi psychologique, on sait toujours comment ça fonctionne. Soit ça fonctionne bien avec le psychologue qui est en face, soit ça le fait pas. Pour Kevin, Evelyne, sa femme, ça l'a pas fait. Kevin s'est orienté vers autre chose. Il s'est lancé, il a traversé les Vosges à pied, en fait. Il a eu ce besoin-là, en fait, de se tourner vers la nature. Et cette marche lui a permis de rencontrer tout type de personnes, mais notamment des parents qui avaient aussi fait face à des deuils périnataux. Mmh. Je dis ça parce que est-ce que c'est automatique qu'une consultation psy soit proposée? C'est proposé. Par exemple, c'est obligatoire? C'est proposé. Ok. À Brest, il y a aussi, après ça va dépendre des endroits, mais si le suivi psychologique n'est pas suffisant, ces parents-là peuvent être orientés vers un psychiatre. Voilà, ça va dépendre d'un site à l'autre. Et donc, on recommande aussi aux associations, peut-être parfois aussi parce que, comme tu disais, ils sont peut-être pas prêts tout de suite à recevoir une aide et qu'à un moment ou à un autre, ils vont pouvoir aller... C'est suggéré, ouais. Il y a des petits coffrets qui sont proposés à la sortie de la maternité. Et il y a souvent des brochures d'associations vers lesquelles on peut se tourner. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé, toi, dans toute cette enquête que tu as menée? La solitude de ses parents, on en a pas mal discuté. C'est difficile et ils ont du mal à en parler. Lorsqu'ils le font, ils sont pas toujours écoutés, en fait. Ça crée soit de la gêne, soit des maladresses, avec des propos du type un ange de plus au ciel, vous en aurez un autre plus tard. Sauf que ces paroles, elles sont pas entendables par des parents qui viennent de perdre un enfant. Ils sont pas en train de se projeter sur l'enfant suivant, ils ont perdu un enfant. Donc c'est vraiment pas entendable. Donc ça crée beaucoup de maladresse et aussi des sentiments particuliers. Eric, le mari de Catherine, donc Catherine, le premier témoignage de bercer le silence, et il nous l'a dit, il avait l'impression en fait de sentir la mort, comme si ce qu'il venait de vivre, Eric et Catherine, était contagieux en fait. Genre, ne faut pas les approcher puisqu'ils viennent de perdre un enfant. C'est contagieux. C'est bouleversant, c'est choquant, c'est très particulier. En fait, ils ont la sensation d'être des pestiférés de la société. Un peu, en fait. Oui, pas un peu, clairement. Ça dérange dans l'entourage. Ça va déranger aussi au boulot, au travail. Lorsque ces femmes reviennent au travail, et si elles sont arrivées à un certain stade de grossesse, elles ont droit à un congé maternité. Elles ont un congé maternité, mais elles reviennent au travail, elles n'ont pas d'enfants, en fait. Donc voilà, ça crée aussi beaucoup de gêne et de maladresse. Tu as interviewé beaucoup de couples et donc tu donnes la parole au papa. On le sait, dans la société actuelle, parler des émotions pour les hommes, c'est plus complexe, c'est plus tabou. Est-ce que face à ce deuil, les pères sont capables de demander de l'aide, de solliciter, d'être écoutés, Ils ont souvent plus de mal à le faire. J'ai interviewé une infirmière québécoise. Au Québec, c'est la France, c'est tout à fait pareil. Il y a beaucoup de similitudes. Et en fait, elle m'expliquait que ils vont pas s'exprimer au même moment. Dans un premier temps, ils vont être beaucoup en soutien de leur compagne. Les femmes ont plus tendance à verbaliser. Donc voilà, c'est un peu le mythe de l'homme fort, quoi. Il gère tout, gère la paperasse, il est en soutien de son épouse. Et en fait, assez souvent, il va arriver qu'il craque plus tard, un peu à retardement. Et dans les études qui sont menées, on se rend compte en fait qu'il y a plus un risque qu'ils tombent dans des addictions. Voilà, ils tiennent pendant longtemps et ça craque et il y a ce risque-là en fait, alcool, drogue, même l'addiction au travail. En fait, on se noie dans le travail. Donc, il faut aussi s'intéresser à ce que vivent les papas. Et Eric, le mari de Catherine, me l'a dit aussi. On les voit pas forcément en fait. Ils sont un peu invisibilisés puisqu'on voit la détresse des femmes qui ont vécu ça dans leur chair, mais celle des hommes, on la voit pas forcément en fait. Et ils ont aussi perdu un enfant.
En fait, eux, ils sont un peu en décalage. Ouais. Par rapport à ce que vive la maman. Clairement. Mais comme je disais, il y a le mythe de l'homme fort, faut tenir. On pleure pas, on craque pas. Assez souvent, ça arrive, en fait. C'est pour ça qu'il faut être là. Et c'est pour ça que les associations sont aussi là pour eux. Et il y en a d'autres, comme tu disais, qui créent des initiatives, vont aller marcher, faire un périple pour trouver du sens, j'imagine, à ce qui se passe. C'est complètement ça. Le témoignage je suis tombée, entre guillemets, sur Kevin, sur Facebook. Il parlait, il était en pleine marche à travers les Vosges. Voilà, je me suis dit, mais quelle fantastique initiative, en fait. C'est clairement un besoin de sens. Il y a un hommage rendu à son fils Tom. C'est clairement pour donner du sens. Il y a eu cette marche. Maintenant, il a créé aussi des marches mensuelles qui réunit en fait des parents qui ont fait face au deuil périnatal ou des soignants d'ailleurs. Et il a créé son association. Il y a vraiment la recherche de sens et faire en sorte que ça soit mieux pris en charge en fait dans les hôpitaux et que ce deuil soit particulier, soit considéré comme un vrai deuil en fait. Dans le livre, tu as interviewé Hélène Romano, qui est psychologue, que j'ai reçue 2 fois dans ce podcast aussi, et qui explique pourquoi c'est si particulier comme deuil. C'est ça, elle dit que c'est pas le même deuil que c'est un deuil classique. Ouais, c'est un deuil. La mort s'invite au milieu de la vie, quoi. Ça devait pas se produire à ce moment-là. Forcément, on n'y est pas préparé. Bon, après, il y a la distinction entre les morts in utero et les IMG. La mort in utero, les femmes se présentent à l'hôpital, leur bébé ne bouge plus et peu de temps après, on leur annonce que leur enfant est décédé. L'IMG, c'est un peu différent. On leur signale une anomalie, on leur dit qu'il y a éventuellement cette solution-là. Ils ont ce choix à faire. Il y a l'étude des cas par des professionnels de santé. Voilà, c'est une temporalité un petit peu différente, mais quoi qu'il en soit, la mort s'invite alors qu'on s'apprêtait à accueillir un enfant. C'est terrible. Les mots qu'elle utilisait, je trouvais étaient forts, de dire que, comme tu disais, il y a un décalage entre celles et ceux qui vont choisir, devoir passer par l'IMG, et celles et ceux qui vivent la mort in utero. Elle parlait d'effraction complètement. D'un coup, la violence de se retrouver à jongler entre la vie et la mort, justement. C'est clair. Le terme est comme au cours de l'interview, quand le terme est arrivé, c'est complètement ça, en fait. Parce que on n'a pas du tout ça en tête, que ça soit une mort in utero ou une IMG. Ça devait pas se produire à ce moment-là. Il y a un angle mort dans le deuil périnatal dont tu parles. Donc, en psychologie aussi, c'est toujours le cas. C'est la place des grands frères et grandes sœurs. À qui parfois on raconte pas la réalité, on n'emploie pas toujours les bons mots. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Clairement, au cours des différentes interviews que j'ai menées, la conclusion est la même en fait. Il faut dire les choses. Il faut dire ton petit frère est mort, est décédé. Parce que si on lui dit qu'il est parti, quand on part, on peut revenir. Donc il faut vraiment dire les choses, même si l'aîné est tout jeune, s'il a 1 an et demi, il faut lui dire, il va pas comprendre, mais il l'aura entendu en fait. Et les choses auront été dites. Ces enfants décédés ont leur place dans la famille, mais ils ont leur place. Et leurs grands frères, faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé en fait. Il s'agit pas de donner tous les détails, mais voilà, dire les choses, c'est essentiel. Parce qu'on avait peut-être tendance avant un peu à cacher pour protéger, ça vient souvent d'un bon sentiment. C'est clair, oui, mais ça repose clairement sur un bon sentiment. Mais les enfants, ils comprennent tout en fait. Si maman part à l'hôpital et qu'elle revient sans bébé, les enfants, ils le comprennent. Donc vraiment, le conseil est unanime, faut dire les choses, pas tous les détails. On s'adapte à l'âge de l'enfant, mais faut dire les choses. Et en plus, tu le montres à travers une histoire justement de cette maman qui a eu un bébé qui est mort il y a 40 et quelques années. Elle a eu des enfants ensuite et elle s'était pas rendue compte à quel point ça avait touché ces enfants-là. Elle s'en est rendue compte que 40 ans après, elle pensait pas. Oui, les choses n'ont pas été cachées.
Marion et Violette savaient que, voilà, elles avaient un grand frère. Mais c'est vraiment lorsque il y a eu un changement de sépulture, c'est-à-dire que ils ont ramené Gilda près de chez eux. À plus de 30 ans, Marion et Violette, en fait, elles se sont effondrées, en fait. Alors que leur mère, pour elle, c'était un moment pas joyeux, mais presque. Enfin, elle ramenait son fils à côté d'elle. Et donc, il y avait vraiment un décalage entre Anne-Catherine et ses filles qui ont craqué à ce moment-là. Et à ce moment-là, elles ont eu l'impression de retrouver leur place dans la fratrie, en fait. Gilda numéro 1, Marion numéro 2 et Violette numéro 3. Violette a souvent pensé qu'elle était la numéro 2, en fait. Bien que le sujet n'ait pas été tu. Parce que c'est vrai qu'on met un peu plus l'accent aujourd'hui sur dire, effectivement, on rentre de la maternité, il n'y a pas le bébé, il va falloir expliquer aux frères et sœurs qui sont déjà là. Mais s'il n'y en avait pas et qu'il y en a après, parfois on peut avoir tendance à ne pas parler de l'événement parce que c'est trop dur déjà pour nous en tant que parents et parce qu'on se dit quel sens ça aurait d'en parler alors que l'enfant n'est plus là. Mais en fait, ça a une répercussion. Il est là, en fait. Il est là. Cet enfant existe, ils sont très très souvent dans les livrets de famille. Donc voilà, on peut que conseiller d'en parler. Après, il s'agit pas qu'ils prennent toute la place, mais il faut qu'ils aient leur place, en fait, dans la fratrie. Et je pense que ça aidera soit les aînés, soit les enfants suivants à trouver leur place. Parce que c'est ça dont tu parles aussi. Cette tendance que certains parents, vraiment, c'est pas une généralité, ont pu avoir de remplacer. Parfois, il y en a, ils donnent le même prénom que l'enfant décédé. Oui. Ils vont très vite et l'enfant n'est plus là en tant que tel, mais pour remplacer, c'est ça? On parle de l'enfant de remplacement pour, on peut imaginer la vie que ces enfants ont. Enfin, ça peut être très, très perturbant. Donc, c'est pour ça que le deuil périnatal, faut absolument qu'il soit mieux pris en charge par tout le monde et que le sujet ne soit plus tabou, en fait. Parce que il s'agit vraiment de penser à ces enfants qui arrivent derrière, en fait. Je crois que c'est un des moments du livre qui m'a le plus ému, quelque part. C'est cette petite fille qui a fait une tentative de suicide à 7 ans. C'est Hélène Romano qui en parle. Parce que, justement, elle était l'enfant de remplacement. Complètement. Et je crois que ce qui m'a le plus ému, c'est justement que Hélène dise il y avait une meilleure prise en charge du deuil périnatal, cet enfant, elle n'aurait pas souffert comme ça. Oui, parce que Hélène, en fait, l'a rencontré, entre guillemets, que très, très tard. Enfin, cette petite fille a survécu, mais ce qu'elle a vécu, c'est terrible, en fait. Sa mère s'en rendait pas compte, en fait, que elle mettait dans une situation difficile. Et donc, oui, quand Hélène Romano m'a parlé de ce cas-là, cette histoire-là, c'est bouleversant. Même si en travaillant sur un livre sur le deuil périnatal, je me doutais bien que ça pouvait être absolument terrible. Mais, waouh! Enfin, une tentative de suicide à 7 ans, c'est abominable, en fait. D'où l'importance de parler de tout, quoi, de tous ces sujets et d'être là pour ces parents-là, en fait. Puisque cette maman-là, clairement, il y a eu un manque. Et je crois que c'est ce qui ressort beaucoup de ton livre, c'est que ça peut devenir une bombe à retardement. Le deuil périnatal, c'est pas à l'instant T, on a perdu le bébé, le bébé est décédé, on passe à autre chose et la vie continue. C'est pas vrai pour ces parents-là, la vie elle continue pas de la même manière. T'apprends à vivre avec, en fait. Donc t'apprends à vivre avec, donc forcément ta vie elle est pas pareille. Faut juste apprendre à vivre avec cette absence. Faut pas que ça prenne toute la place. Mais ces enfants-là, ils ont existé. Même si leur vie a été très, très courte, ils ont existé. Aujourd'hui, les parents se projettent tellement vite, en fait. Avec la contraception, on choisit la plupart du temps le moment où on aura un enfant. Donc forcément, dès que le test de grossesse est positif, on est déjà en train de se projeter. On l'imagine déjà, cet enfant. Son premier anniversaire, lorsqu'il fera du vélo sans petit trou, enfin, absolument tout, en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Il y a les échographies aussi qui sont beaucoup plus fines qu'il y a 20 ans. Donc les papas, les mamans, ils se projettent immédiatement, ils le voient cet enfant, en fait. Et du jour au lendemain, on leur dit il n'est plus là, en fait. C'est terminé. Tout ça, c'est bouleversant. Les parents te disent quoi de leur expérience? C'est quoi qui ressort le plus de ce qu'ils disent? On en parlait, la solitude et en fait tous les témoignages, toutes les personnes que j'ai interrogées, en fait, j'ai pas eu de réponse négative. Ils ont accepté tout de suite de témoigner pour eux,
pour leurs proches, pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont vécu, mais aussi pour tout le monde en fait. Alors Catherine, c'est la première à qui j'ai demandé de témoigner. On se connaît depuis très très longtemps. Bon, avant de me donner une réponse positive, elle a demandé, elle me dit je vais poser la question à Eric. Elle m'a rappelé 5 minutes plus tard, c'était oui. Et elle m'a dit c'est oui parce qu'on aurait aimé trouver ce livre lorsque ça nous est arrivé en 2013 en fait. Parce que bon, il y a des livres sur le deuil périnatal, le deuil périnatal, mais ça va être des témoignages purs. Nous, on a voulu essayer de proposer, tu parlais de guides, des ressources en fait. Savoir que oui, il y a ces associations qui existent. Franchement, on le sait pas si on n'est pas confronté à ça en fait. Moi, je m'étais jamais interrogée sur l'existence de ces associations et en fait, elles ont un rôle essentiel. Elles sont là pour accueillir, pour entendre la douleur de ses parents. Ouais, il y a aussi des podcasts comme Au revoir le podcast. Tout à fait. Ou les comptes sur les réseaux sociaux. Complètement. Les réseaux étoiles. Clairement. C'est des on parle de ces podcasts dans le livre, c'est essentiel. Et on voit que effectivement en quelques années ça a bougé puisque il y a ces ressources-là, enfin des contenus de qualité qui peuvent amener à réfléchir les personnes concernées et leur entourage. C'est de vraies ressources pour toutes ces personnes. Est-ce que ça t'a aussi frappé de voir que à chaque fois les parents et surtout les mamans disent une partie de moi est morte ce jour-là? Oui, et ça revient tout le temps en fait. C'est des mots terribles, mais c'est vraiment ce qu'elles ont vécu en fait. Elles avaient un bébé dans leur ventre et elles ont dû s'en séparer en fait en accouchant. Et ça, c'est quelque chose qui les gens s'imaginent pas forcément en fait. Qu'il faut passer par l'accouchement, la plupart du temps par voie basse. C'est bouleversant et si ce livre peut permettre d'éclairer, puisqu'on n'ose pas forcément poser des questions, de peur de blesser ou de vouloir paraître trop curieux, avec ces témoignages, on comprend en fait comment ça se passe. Si tu dois retenir une chose de toute cette enquête que tu as faite, ce serait quoi? D'être là pour tous ces parents. Alors comment être là? De dire je suis là en fait. Je suis là si tu as besoin de parler. Il s'agit pas d'être trop intrusif, mais d'être là, puisqu'il y a plein de personnes qui témoignent dans le livre qui ont vu disparaître des amis. Voilà. Et ils étaient là et après ils n'étaient plus là. Parce que ces personnes-là sont gênées. Voilà. Faut être là. Et c'est vraiment ce qui ressort de tous les témoignages. Je sais qu'une de mes amies qui a vécu ça, c'est très important de prononcer le prénom. C'est essentiel. Essentiel. Je le disais, ces enfants ont eu des vies courtes, mais ils existent en fait. Ils ont existé. Et ils seront toujours présents dans la fratrie en fait. Il faut prononcer les prénoms, c'est essentiel. C'est vrai que c'est quelque chose dont on a peur. Je crois que parfois, en tant qu'entourage, on se dit, on va raviver la douleur, mais elle est là, la douleur n'a pas besoin de nous pour être ravivée. Et on se met des barrières alors que on pourrait être présent, mais on ne sait pas comment faire. J'espère que les proches trouveront des ressources dans bercer le silence. C'était le but. Ouais, clairement. Merci beaucoup, Nathalie, à toi d'avoir, je trouve, pris le temps d'écrire un ouvrage complet qui parle pas que de l'histoire, mais qui va donner des clés. Parce que c'est vrai que de ce que j'ai entendu de tous les gens que je connais qui ont vécu ça, ils sont tellement démunis parce qu'ils ont autre chose à penser en fait que d'aller chercher des ressources et d'avoir un endroit où ils pourront aller récupérer tout ça, c'est précieux. J'espère que ça remplira ce rôle-là pour les parents. C'est clair. Comment t'as fait pour pas trop pleurer pendant C'était pas trop dur? Je me pose vraiment cette question d'aller interroger sur le deuil, de se protéger aussi soi-même. De par mon métier, je suis journaliste, je pense que on arrive à prendre un peu de distance. Après, je te cache pas que on vient de commencer les dédicaces, c'est compliqué. Mais on se dit avec Violette Suquet que ce livre peut aider. Donc ça nous aide à entendre ces personnes qui ont un tel besoin de parler en fait. Je te parlais de cette dame qui est venue, qui a perdu son enfant il y a
il y a 53 ans. Enfin, elle nous a raconté son histoire comme si c'était hier, en fait. Enfin, 53 ans, ça peut paraître comme une éternité, mais on s'est vraiment pris son témoignage en pleine face, quoi. C'était... Mais voilà, on espère que ça sera utile. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.